Bonjour. Donc bonjour à tous. Donc on va continuer dans la carcinogenèse. Donc les mécanismes, le processus cancéreux. Vous avez eu déjà 2 cours et on va terminer avec la cancérologie ou l'oncologie. D'accord? Alors on va voir aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, c'est les mécanismes de la carcinogenèse. Alors l'objectif général, l'objectif principal, c'est quoi? C'est d'acquérir les bases moléculaires de la cancérogenèse ou la carcinogenèse, c'est-à-dire il faut que vous sachiez comment une cellule normale va se transformer en cellule cancéreuse, d'accord? Il faut, parmi les objectifs spécifiques, c'est acquérir la notion de prédisposition héréditaire au cancer. Il faut être capable de citer les 3 familles de gènes, ça c'est très important. Impliqué dans la carcinogenèse, de comprendre la notion d'épigénétique, parce qu'il y a les bases génétiques et les bases épigénétiques du cancer. Et bien sûr, on fera à la fin la synthèse et vous me direz vous-même quel est l'impact de l'étude de ces gènes dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Et actuellement, et c'est ce qui est d'actualité, c'est le micro-environnement tumoral, parce que c'est la découverte de ces dernières années. D'accord? Alors le plan, on va voir une introduction, les rappels, les mécanismes généraux, les bases moléculaires, et là on verra bien ces gènes, les oncogènes, les gènes suppresseurs, et nous verrons les mécanismes épigénétiques de la carcinogenèse, le rôle du micro-environnement, le cancer et l'angiogenèse, l'immunité antitumorale et la prédisposition génétique au cancer, et nous finirons par une conclusion. Alors, vous savez bien que le développement de l'homéostasie, et l'homéostasie on l'a vu dans les lésions cellulaires, rappelez-vous, qu'un tissu est soumis au contrôle de la différenciation et de la prolifération et de la mort cellulaire. Donc il y a un équilibre entre les deux. Et dès qu'il y a un échappement à ce contrôle normal de l'homéostasie tissulaire, il y a apparition d'un processus cancéreux. Donc le cancer, c'est quoi? C'est une prolifération anormale, anarchique, qui échappe aux lois de l'homéostasie, qui va faire sa propre loi en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est quoi la carcinogenèse? Parce qu'il y a une différence. C'est le processus qui va aboutir au cancer. Donc c'est le processus qui aboutit à la transformation d'une cellule normale en une cellule cancéreuse. D'accord? Donc voilà. Donc vous voyez ici donc l'homéostasie cellulaire. Donc là, il y a une cellule normale qui va proliférer, qui va se différencier, et ensuite soit il y aura une sénescence, donc c'est une forme de mort, ou bien elle va mourir par apoptose, et on a fait l'apoptose, c'est la mort cellulaire génétiquement programmée, qui est physiologique. D'accord? Alors, le cycle cellulaire. Alors il faut savoir ce qui est normal d'abord pour comprendre ce qui est anormal. Donc ça c'est très important, j'y tiens bien. Donc vous savez, le cycle cellulaire, il y a 4 phases. La phase G1. Donc pendant la phase G1, qu'est-ce qu'il y a? C'est la phase présynthétique, donc vous le savez, c'est la synthèse des protéines et quoi encore? Et croissance cellulaire, d'accord? Donc là, la cellule va se préparer à la croissance, elle va augmenter de taille. Vous avez, donc après, elle va dupliquer son génome au cours de la phase S, d'accord? Et ensuite, dans la phase G2, qui est la phase synthétique, elle va contrôler la réplication de l'ADN et préparer à la mitose, qui est pendant la phase M. Il faut savoir donc qu'il y a à chaque fois, vous voyez ici, des points de contrôle du cycle cellulaire. Vous les voyez, ici il y a un point de contrôle, ce qu'on appelle les checkpoints, d'accord, en anglais. Donc, et là, il y a un point de restriction, là, vous le voyez, un point de restriction. Donc, durant la phase G1, les signaux de prolifération désactivent la protéine RB.
Donc voilà, la protéine R1. Donc là, nous avons les signaux de prolifération qui sont quoi? Les signaux de croissance. Hein, les facteurs de croissance, les hormones, tout ça, ils vont dire à la cellule, voilà, maintenant tu vas faire une division cellulaire, tu vas croître, tu vas proliférer. Et donc ici, il y a des points de restriction, donc hop, ils vont inhiber la protéine RB, qui est la protéine responsable de ce point, et du cycle cellulaire. Donc la cellule va rentrer en phase S, hein, donc là, la phase S, où elle va dupliquer son génome. Ensuite, elle entre en phase G2, où elle se prépare à se diviser, hein, pour terminer le cycle cellulaire dans la phase M. D'accord? C'est ça le cycle cellulaire. Donc, il faut savoir que quels sont ces points de contrôle? Ce sont vous les connaissez en fait, c'est juste un rappel, c'est les cyclines. Vous vous rappelez que c'est les cyclines ou pas? Hein? Aucun rappel, vous vous souvenez pas? Parce que ça c'est un rappel, normalement vous avez dû le faire. Donc, et vous avez les cyclines et les cyclines dépendantes, les CDK. Rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez de ça? Non? Bon, de toute façon j'ai fait un bon rappel sur le polycopier, bien détaillé, et vous le suivrez, parce que normalement vous avez fait ça en première année, ou en deuxième année, première année moi je dirais. Donc voilà. Donc voilà, pendant le cycle, donc la cellule va recevoir ces signaux de prolifération à partir de l'environnement, donc facteurs de croissance et tout, ou bien des facteurs carcinogènes, etc. Et il y aura des mécanismes de régulation pour le cycle cellulaire. Il y a toujours des mécanismes de régulation positifs ou négatifs. Positifs qui vont dire à la cellule, vas-y, va diviser, va proliférer, va croître. Et il y en a un qui vont dire stop. Voilà. Sinon, il y aura... et finalement, le cancer, c'est ça. C'est que il y aura de l'anarchie. Voilà. Donc il y aura des mécanismes de régulation positifs et négatifs complexes. Et il y aura plusieurs points de contrôle, hein, que vous voyez ici, hein, qui sont sous la dépendance de ces cyclines et cyclines DK. D'accord? Les régulateurs du cycle sont les proto-oncogènes, les gènes suppresseurs, les médiateurs, hein, de l'inflammation, c'est les cytokines, et les facteurs de croissance, les hormones, le micro-environnement tissulaire. Et voilà, ça c'est les régulateurs du cycle cellulaire. Parmi les régulateurs positifs, donc, je vais passer à l'autre. Pardon. Donc, je n'ai pas terminé. Donc, parmi les régulateurs positifs, donc, il y aura toujours ce que je vous ai dit. Par exemple, un facteur de croissance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lier à son récepteur, et dès qu'il va se lier à son récepteur, il va s'activer. Donc, il y aura transduction du signal au niveau du noyau, et il y a activation de la division cellulaire. Voilà. Et négatif, donc, entre les différentes étapes, hein, du cycle, donc il y a des points de contrôle, hein, donc vous le voyez ici, ou ce qu'on appelle les checkpoints, qui ont pour but de vérifier l'intégrité de ce génome. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? D'accord? Et dès qu'il y a quelque chose d'anomalie, ils vont la réparer. Voilà, c'est ça, pour qu'il finisse. Et si ensuite, donc à la fin, et pour arrêter ce processus, on aura les gènes suppresseurs, les anti-oncogènes qui vont arrêter ce processus. Donc il y aura un équilibre entre oncogènes et gènes suppresseurs, et bien sûr également les gènes qui vont, en troisième lieu, réparer l'ADN. Vous avez des questions pour le moment ou pas? Est-ce que c'est compris? C'est juste un rappel. En fait, c'est le but de connaître un peu ce qui est normal pour que vous puissiez comprendre la suite du cours. D'accord? Donc l'apoptose, un rappel sur l'apoptose. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois au cours de l'apoptose? Que déjà, une cellule cancéreuse, elle va échapper à l'apoptose. Franchement, voilà. Donc
Donc, l'apoptose, elle est régulée par les protéines anti-apoptotiques qui sont les BCL2 et les protéases pro-apoptotiques, les caspases. Donc, on les a vus au dernier cours. Donc, voilà. En temps normal, la cellule a la capacité de reconnaître les lésions de son ADN, les réparer ou de mourir par apoptose. Voilà, ça, c'est normal. Mais dès qu'il y a cancer, la cellule va échapper à la mort cellulaire et elle va croître indéfiniment. Donc elle est immortelle. C'est pour ça qu'on dit que la cellule cancéreuse est immortelle. Maintenant, la sénescence qu'on avait vu tout à l'heure donc dans l'homéostasie, entre l'équilibre, c'est un processus physiologique qui fait que toute cellule normale doit mourir après un certain nombre de divisions. Donc, la cellule va diviser, puis à un moment donné, elle va mourir. Voilà, c'est un processus normal. C'est que si je vous ai dit que c'est aussi une forme de mort cellulaire. Donc, comment elle va rentrer en sénescence? Donc, à chaque fois, dans les terminaisons de l'ADN, on va le voir tout à l'heure, il y a une terminaison qu'on appelle les télomères. Télomère, c'est fin, ça veut dire fin, des chromosomes, qui se produit normalement à chaque division. Donc, à chaque division, il y a un raccourcissement de ce télomère à chaque fois, donc qui va être régulé par une enzyme qui est la télomérase. Voilà. Donc, et il faut savoir, donc la télomérase empêche la sénescence et l'apoptose, aboutissant à l'immortalisation de la cellule. Donc, si on la trouve, c'est que cette cellule est devenue tumorale. Voilà. Donc, la cellule tumorale également va échapper à cette sénescence physiologique. D'accord? Après un certain nombre de divisions, je vous ai dit que du coup, la cellule cancéreuse, tellement elle va proliférer, qu'elle aura un nombre de cycles très 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 élevé. Mais elle va jamais, généralement, elle est immortelle, donc elle ne va pas aboutir ni à l'apoptose, ni à la sénescence. D'accord? Ça, c'est pour les rappels. Voilà. Donc l'homéostasie tissulaire, c'est quoi? Donc, c'est un équilibre entre ces proto-oncogènes qui vont stimuler la prolifération cellulaire, d'accord, et ces anti-oncogènes qui vont inhiber la prolifération cellulaire, et bien sûr, les gènes de maintien de l'intégrité du génome. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une division, donc l'ADN, il va avoir un contrôle, il va voir est-ce que cette division s'est bien passée, est-ce que l'ADN est intact ou pas. D'accord? Alors, quels sont les mécanismes de la carcinogenèse? Donc, la cancérosation, c'est un processus très 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 long quand même, très très long. Donc, pour aboutir à une cellule normale qui va aboutir, parfois ça peut aller jusqu'à 20 ans, ça dépend, 5 à 20 ans. Donc voilà. Donc il y a des cancers qui évoluent vite, il y a des cancers qui évoluent lentement. D'accord? Donc très long. Voilà. Alors d'abord, vous avez ces trois phases. Initiation, promotion et progression. C'est ça le mécanisme général de la carcinogène. Qu'est-ce qui se passe pendant la phase d'initiation? Donc, voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une cellule devient cancéreuse pendant cette phase. Donc voilà, il y a une cellule qui devient cancéreuse. Comment? Sous l'effet, bien sûr, des facteurs carcinogènes. Par exemple, prenons le tabac, et vous verrez ça au prochain cours avec Dr Ahmed Allal, qui va vous faire les facteurs étiologiques du cancer. Donc vous allez voir que, par exemple, le tabac, cancer du poumon, à force de fumer, donc le patient est tabagique et donc il y aura accumulation de des cancers de ce tabac. Donc il y aura ce tabac, il va agir sur le génome de l'ADN de la cellule et il va la transformer. Donc il va commencer par transformer une cellule et cette cellule, elle va la transmettre, quand elle va se diviser, elle va la transmettre à ses cellules filles. Donc voilà, donc c'est génétique, c'est pour ça. Donc elle va la transmettre à ses cellules filles et puis ce qui va aboutir au début à des lésions précancéreuses, après au carcinome in situ, on le verra au prochain cours que je vais vous faire, Inch'Allah, et cancer et à la métastase. D'accord? Donc voilà, c'est comme ça
Ça, c'est la phase d'initiation. Donc, pendant cette phase, il n'y a pas de clinique. Le patient est normal. Donc, c'est une phase où on ne voit rien, il n'y a pas de symptômes, puisqu'il y a une cellule. Par contre, dans la phase de promotion, pendant la phase de promotion, puisque cette cellule aura transmis à ces cellules filles, donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura une expansion clonale. Il y aura un clone de cellules qui vont acquérir ces caractéristiques de cellules cancéreuses. Donc, il y aura un clone. Ce clone, donc, et qui va acquérir de nouvelles anomalies génétiques et qui va, bien sûr, évoluer encore. Il va acquérir encore de nouvelles et qui vont encore les transmettre. Chaque cellule va transmettre à sa cellule fille et il y aura, bien sûr, apparition par la suite du cancer. Donc voilà, donc à ce stade-là également, on peut agir parce que ça, c'est la phase de lésions précancéreuses. Donc voilà, on a des anomalies, le clone là, mais toujours le patient est asymptomatique. Et là, l'idéal, par exemple, si on a des familles de cancéreux, on va faire des mammographies, par exemple, pour les cancers génétiques du sein. On va, aux membres de la famille des femmes, de leur faire. Donc, on va agir pendant cette phase, la phase de promotion. D'accord? Initiation, on peut pas. Promotion, on peut. Ensuite, la progression, c'est quoi? C'est l'apparition de l'invasion locale et régionale, loco-régionale, et la métastase. Et ça, c'est dramatique, ça, il y a une symptomatologie qui va avec. Vous voyez, donc le patient est là, pratiquement symptomatique. Donc pour résumer, donc vous voyez que c'est un processus multi-étape. Donc voilà, donc d'abord une initiation, une promotion, donc l'initiation c'est une cellule normale qui se transforme en cellule tumorale, sous l'effet de l'environnement, des facteurs carcinogènes, etc. Par comment? Qu'on va voir maintenant, par ces bases, par ces oncogènes, voilà, ces altérations de l'ADN, donc c'est génétique, ou bien avec ces radiations, des virus, des carcinogènes, etc. Ensuite, la promotion, donc phase promotion, c'est expansion des cellules, apparition donc des lésions précancéreuses, dysplasie, lésions précancéreuses, carcinome in situ. Et là, l'idéal, c'est de dépister pour prévenir et de guérir, parce que à la phase précancéreuse, on peut guérir le patient carrément. Et là, la phase clinique où on a bien sûr l'apparition des cancers invasifs, etc. C'est dramatique, il s'ensuit un traitement lourd et puis un retentissement psychologique, que ce soit pour le patient et pour sa famille, son entourage. Voilà. Donc, on va voir les bases maintenant, moléculaires de cette carcinogénèse. D'abord, surtout ce qu'on a dit, les génétiques. Donc, voilà. En gros, et je reprendrai cette plaque tout à l'heure. Donc, vous avez une cellule normale il y aura une lésion de son ADN, donc il y a un défaut de réparation pendant le cycle cellulaire normal, ou dès qu'il y a des lésions, il doit être réparé et il n'est pas réparé. Donc il y aura des mutations, il y aura donc des gènes qui vont contrôler l'apoptose. Donc la cellule va échapper à la mort cellulaire et donc il y aura expression de nouvelles protéines, donc dues à ces mutations, à tout ça, et il y aura apparition de cette tumeur maligne. Alors, quels sont les mécanismes d'activation ou d'inactivation de ces gènes? Donc, on a vu, donc, à l'état normal, je vous rappelle qu'il y a ceux qui activent, c'est les oncogènes, et les gènes qui inactivent, c'est les gènes suppresseurs. D'accord? Et, bien sûr, ceux qui vont réparent l'ADN, les gènes réparateurs de l'ADN. C'est ça les trois grandes familles, de gènes. Voilà. Comment aboutir à une activation? Donc, ceux qui vont être activés, on va voir leur mécanisme d'activation, et ceux qui vont, normalement, on va voir, et les autres, on va voir leur mécanisme plutôt d'inactivation, parce que c'est le contraire. D'accord? Excusez-moi. Pardon.
Alors, c'est quoi un oncogène? Voilà. Les oncogènes, d'abord, il faut savoir que avant qu'ils deviennent oncogènes, il y a, c'est à l'état normal, ce qu'on appelle le proto-oncogène. Je vous ai dit que le proto-oncogène, c'était ceux qui régulaient le cycle cellulaire. Il est présent à l'état normal, c'est un régulateur de la croissance, etc. Il y en a beaucoup de familles, donc il y a les facteurs de croissance, comme ici. Donc il y a un signal, il va aller dans ce récepteur, voilà. Le signal il va être transmis au niveau du noyau, de l'ADN, donc transduction du signal, et il y a une réponse, donc il y a activation de la prolifération. Voilà, c'est ça la réponse, à l'état normal. Mais, et l'oncogène, c'est quoi l'oncogène? C'est toute anomalie, que ce soit qualitative ou quantitative, qui va transformer, qui va lui conférer la propriété de transformer une cellule normale en une cellule maligne. C'est ça, un oncogène. Comment il va, donc, il va stimuler la prolifération. Il va dire à la cellule, va proliférer, va te différencier, voilà, tu vas échapper, voilà, elle va échapper à l'homéostasie. Donc voilà, il va lui dire indéfiniment de proliférer. Et normalement, à l'état normal, il y a les autres gènes, les gènes suppresseurs, ceux qui vont faire l'équilibre. Mais eux aussi, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont être inactivés. Donc vous voyez que la cellule cancéreuse, elle est maligne. Pourquoi? Parce qu'elle va activer ceux-là et elle va inactiver les autres. Voilà. Comme ça, elle va croître indéfiniment. D'accord? C'est pour ça que vous avez bien saisi le cycle cellulaire. C'est très important, je le rappelle quand même. Donc si vous comprenez tout ça, l'état normal, vous comprendrez ce qui est anormal. Donc il y en a donc les proto-oncogènes, donc il y en a plein. Donc c'est les facteurs de croissance, les récepteurs, les protéines membranaires, les tyrosines, protéines kinases, les protéines kinases cytolysiques, les protéines d'activité nucléaire. Donc voilà, vous les trouverez sur le polycopier. Et comment ils sont activés? Donc en fait, il suffit d'atteinte d'un seul gène. Voilà, vous voyez? Voilà, un proto-oncogène est un normal. S'il y a atteinte d'un seul gène, il y a prolifération tumorale. Donc c'est un gène dominant. D'accord? Donc il suffit un seul allèle pour entraîner une activation, un seul allèle pour activer, pour qu'il soit activé. Voilà. Très bien. Comment? Quels sont les mécanismes? Donc vous avez, connaissez le mécanisme? La mutation. Vous entendez parler là? Vous avez fait génétique? Normalement, vous allez répondre quand même. Hein. Donc mutation, c'est quoi la mutation? Oui, changement d'un acide aminé. Oui. Ou bien aussi une délétion, donc il y a une perte de fonction, ou bien une amplification, donc ce gène va être amplifié, ou bien un érangement chromosomique, ou bien là, je ne le montre pas sur cette plaque, ou bien une intégration virale. Vous savez qu'il y a des virus oncogènes, comme l'HPV, pour le cancer du col, hein, comme par exemple le BV, qui va donner les cancers des voies ORL. Donc voilà, donc il y a soit intégration virale, soit donc mutation, délétion, amplification, réarrangement chromosomique. C'est comme ça qu'il y a donc changement dans l'ADN, d'accord? Donc voilà, un exemple simple pour je vous donne un exemple, parce que le cancer du sein est un cancer dramatique, c'est un problème de santé publique en Algérie, c'est le premier cancer de la femme en Algérie. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en Manapate? Qu'est-ce qu'on fait? On fait, quand on a un cancer du sein, on recherche par l'immunohistochimie l'expression de l'HER2, ce récepteur membranaire de la famille EGF. Donc on va rechercher. Pourquoi? Si cette patiente, s'il est exprimé, on donne un score, ce qu'on dit 3+, cette patiente, elle va recevoir un traitement qui s'appelle l'herceptine. Voilà.
Voilà, c'est ça. Donc il y a un impact. Pourquoi? Parce que il a été noté que ce gène, il est amplifié dans le cancer du sein. Donc il y a une amplification de ce gène. Voilà. Donc cancer du sein, il y a une amplification du gène HER2 qui va donc ces patientes seront éligibles au traitement. Voilà, qui existe, qu'on fait systématiquement devant en un impact. D'accord? C'est bon pour les oncogènes? C'est facile. Maintenant, les gènes suppresseurs. Donc, les gènes suppresseurs, si on revient à la première diapo, je vais revenir en arrière pour vous montrer. Donc, voilà. Cycle normal. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle le point de restriction. Donc, c'est là qu'ils vont agir. Donc, ils vont agir pendant cette phase. G1. Donc là, c'est là leur contrôle. OK? Donc, je reviens. Donc, vous voyez, donc maintenant, la cellule tumorale, elle a activé ses oncogènes par par ces mutations, délétions, etc. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va inactiver les anti-oncogènes, c'est-à-dire les gènes suppresseurs. Comment? Donc, vous savez que ces anti-oncogènes, donc, on vient de voir, ils agissent, c'est le point de restriction, ils agissent principalement en phase G1 à la phase S. OK? Donc, vous avez fait ça normalement, non? Non? Jamais. Voilà. Donc, bon, je vais quand même essayer d'expliquer. Et vous avez tout sur le polycopier. Hein. Je peux vous dire qu'il y a tout. Alors, donc, et je vous ai dit tout à l'heure, vous rappelez-vous le schéma, quelle est la protéine principale? La protéine RB, la protéine du rétinoblaste, hein, elle s'appelle comme ça, RB, rappelez-vous. Donc je reviens en arrière, c'est pas grave, on a le temps. L'essentiel, voilà. Donc vous avez cette protéine RB. D'accord? Donc on va revoir ici. Voilà, doucement, et moi je préfère que vous compreniez bien, que vous sortiez avec un... Voilà. Donc, cette protéine RB, qui est sous la dépendance des facteurs de transcription de la famille E2F. Donc voilà, vous me suivez? Donc, voilà, facteur de transcription, parce que rappelez-vous que dans la phase S, qu'est-ce qu'il y a? Duplication de... Quand même, vous avez fait le cycle cellulaire, vous n'allez pas me raconter des salades. Vous n'avez pas fait la phase S, G1, quand même, en première année. Moi, je me rappelle, je l'ai fait, donc c'est pas possible. Enfin, bref. Donc, les protéines de la famille E2F sont sous forme libre. Donc là, ils sont sous forme libre, et soit sous forme inactive. Soit sous forme inactive, donc voilà, sont sous forme inactive, complexée à la protéine RB. Alors, donc, quand la protéine ici, vous voyez, elle n'est pas phosphorylée. Là, vous voyez. Donc, soit il est, comme je vous ai dit, soit il est libre, ici, d'accord? Soit il est lié à RB. D'accord? Vous me suivez bien. Donc, quand la RB, la protéine RB est non phosphorylée, elle est active et peut fixer le EDF. D'accord? Mais quand elle est phosphorylée, elle n'est pas, le EDF est libre. Hein? Donc, il en résulte un blocage de la transition G1S. Voilà. Donc, il faut cette phosphorylation pour qu'il y ait un blocage, pour dire à la cellule d'arrêter. D'accord?
phosphorylation de Rb est elle-même sous la dépendance de complexes protéiques jouant le rôle de verrue moléculaire. C'est quoi? Ce que je vous ai dit, c'est les cyclines, la famille des cyclines, hein, qui sont les points de contrôle. Les points de contrôle. Et ces cyclines sont eux-mêmes régulés par ces protéines P16, P15, P18, P19, P21, qui vont agir en se fixant et donc en empêchant la constitution du complexe actif. D'accord. Donc, et tous sont la dépendance de la protéine P53, que rappelez-vous que la protéine P53 également régule l'apoptose. Voilà. Donc, comment ils sont inactivés, ces gènes suppresseurs? Est-ce que tout à l'heure, on a vu que pour les oncogènes, il fallait juste un seul allèle, et là, ils sont inactivés comment? Il lui faut deux gènes. Il faut atteinte de 2 gènes, vous voyez? Il faut en même temps l'atteinte des 2 gènes pour l'inactiver. Et ça donne des gènes récessifs. Voilà. Et bien sûr, les mécanismes, c'est pareil, hein, c'est soit par mutation, amplification, généralement, ou délétion, c'est les mêmes mécanismes hein, que pour les oncogènes. Alors, comme c'est des gènes suppresseurs et il y a une activation de 2 copies, enfin 2 allèles pour arriver à un gène récessif, donc il faut savoir que ces protéines-là qui régulent les anti-oncogènes sont surtout retrouvées dans les formes héréditaires des cancers. Donc voilà, on peut avoir, comme tout à l'heure, soit une mutation ponctuelle, donc il y aura une protéine qui est activée, une délétion, une protéine absente. Ça, c'est des exemples, et pratiquement c'est la même chose. Donc, ça se passe donc de 2 façons. Soit il y aura une mutation germinale qui va être transmise, soit elle peut être sporadique. Quand c'est sporadique, donc c'est la deuxième mutation somatique, il faut qu'il y ait une deuxième mutation somatique pour apparaître. Donc voilà. Donc pour les gènes suppresseurs. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Non. Très bien. Donc vous voyez, donc il faut qu'il y ait 2 mécanismes pour qu'il soit, donc soit une mutation d'abord germinale, après une mutation somatique. Quels sont les gènes? À 2, il faut les connaître. Voilà. Donc on a parlé du Rb, rétinoblastone, donc c'est un facteur de transcription, comme tout à l'heure je vous ai dit, donc on parlait du cycle normal. Donc ça va donner une maladie familiale qui s'appelle le rétinoblastome. Et ça peut donner aussi un cancer, maladie familiale, donc c'est la mutation germinale. Et quand il y a une mutation somatique, ça va donner un cancer du poumon, à petites cellules. Voilà. Parce qu'un sous-type particulier. Donc je vous ai dit donc il y a 2 événements. Soit une mutation germinale qui va transmise, et donc c'est les cancers héréditaires, soit une mutation somatique, donc dans les formes sporadiques. Formes sporadiques, voilà, moi j'ai un cancer ORL parce que voilà, j'ai trop fumé, ou un cancer du poumon, voilà. Et donc voilà. Donc ils ont été retrouvés, ces protéines, dans les 2 formes. Dans les 2 formes, dans par exemple le Rb qu'on parlait. Donc, et pour le P53, nous avons le syndrome de Li-Fraumeni, et on a également le cancer du côlon, du sein, du poumon également. Voilà. Donc je vous ai détaillé ces familles. Nous avons aussi la famille que j'ai pas mis ici, BRCA, BRCA2 pour le cancer du sein. C'est connu pour les formes familiales. Le gène APC également aussi dans les polyposes adénomateuses familiales.
Donc aussi les gènes neurofilaments 1, 2, 3 dans les neurofibromatoses. Donc ça, il faut les apprendre. Hein. Donc, je poserai des questions là-dessus. Hein. Donc voilà, ça c'est très important parce que vous allez les rencontrer plus tard. Alors, mais pour qu'il y ait ces deux événements, enfin pour que la cellule normale se transforme en cellule cancéreuse, il faut une coopération entre les deux. Ça c'est clair, puisque déjà à l'état normal, il y a une coopération entre les deux. Et également à l'état cancéreux, donc il y a une coopération entre les deux. Et heureusement, une seule mutation ne peut être nécessaire, mais pas suffisante. Donc il y a une coopération entre oncogènes et entre gènes suppresseurs. Donc c'est un gain de prolifération et perte de frein. Voilà. Donc il faut une coopération. Par exemple ici, il y a une coopération dans certains cancers de céliques et de races. Voilà. Maintenant, la troisième famille de gènes impliqués dans la transformation d'une cellule normale en cellule cancéreuse, donc je vous ai dit, c'est les gènes de réparation de l'ADN. Parce que, je vous ai dit, après l'action des proto-oncogènes, anti-oncogènes, donc voilà, donc il y a les gènes qui vont réparer l'ADN s'il y a des lésions, etc., qui vont réparer, et puis, pop, il va, quand il y a des erreurs de réplication ou des modifications de l'ADN, donc ils vont essayer de le réparer, ce qu'on appelle les systèmes de réparation de l'ADN, ce qu'on appelle les systèmes de réparation des mésapariments. Hein. Voilà, dans les séquences répétées, ils vont essayer de réparer. On en a deux types. Donc, on a un complexe multiprotéique, c'est ce qu'on appelle les mismatch repères. Hein. Donc, ils sont augmentés quand il y a une taux de mutation dans la cellule. Donc, et s'ils sont activés, donc il n'y a pas d'altération de la réparation. Donc, ils sont activés. Quand ils sont inactivés, donc il n'y a pas, il y a instabilité. Il y a une instabilité des séquences microsatellites, donc il y aura accumulation de ces mutations dans les gènes, et il y aura apparition de syndromes comme le syndrome de Leach et de HNPCC. On a un deuxième système de réparation, c'est le NER. Alors celui-ci, donc, il est dû à un système de réparation des mutations induites par des carcinogènes environnementaux. Donc quand il y a une lésion ADN, par exemple les ultraviolets, les carcinogènes chimiques, le tabac, donc lui, il va arriver pour réparer l'ADN. D'accord? Ensuite, donc ça c'était, on a parlé des oncogènes, anti-oncogènes et gènes réparateurs. On a parlé de la sénescence. Donc, alors à votre avis, la cellule cancéreuse, elle va, comme elle est immortelle, donc il y aura accumulation des télomérases. Parce que tout à l'heure, je vous en ai parlé. Donc, et cette télomérase, elle est retrouvée dans 85% de l'ADN. Donc, vous voyez, c'est la fin. Donc, on les voit ici à la fin. Donc, à chaque division, il y a perte, jusqu'à la sénescence de cette télomérase qui est la dernière séquence de l'ADN. Et donc, elle va résister. Donc, voilà, quand même, il y a une activité télomérase qui est retrouvée dans 85% des cancers humains. Ensuite, un autre mécanisme, c'est quoi? Par la suite, bon, on a parlé des télomérases, donc il y a la sénescence, donc elle va résister à la mort cellulaire. Voilà, elle va résister à la mort cellulaire. Donc, comment? Donc, les protéines qui vont induire l'apoptose sont automatiquement inactivées. Hein, donc, leur expression est diminuée. Donc, voilà. Donc, du coup, il y aura cette cellule va jamais mourir. Elle va être immortelle. Donc, voilà, elle va survivre. Donc, on reprend là, je reprends la diapo de tout à l'heure pour
pour résumer, donc une cellule normale, elle est là. Donc, avec les facteurs environnementaux, hein, responsables qui vont léser l'ADN, donc des lésions de l'ADN par des mutations, hein, qu'on a vu, hein, soit des mutations toutes les somatiques ou germinales, etc., soit par inactivation des gènes suppresseurs, soit activation des oncogènes, d'accord, les gènes qui contrôlent l'apoptose, l'expression des protéines mutées, perte des protéines régulatrices, et perte il y a un défaut de réparation de l'ADN. Tout ça va faire en sorte qu'une cellule normale va se transformer en cellule tumorale. Donc il y a apparition de cancer. Ok? Très bien. Maintenant, on a vu réellement, tout ça c'était des mécanismes génétiques. Maintenant, on va voir les mécanismes épigénétiques. Donc les mécanismes épigénétiques, ce sont des anomalies de méthylation de l'ADN. Donc il y a une hyperméthylation, pardon ici il manque un i, qui peut modifier la transcription d'un gène de structure normale. Donc on les appelle des mécanismes épigénétiques par opposition aux mécanismes génétiques. Donc épigénétique, c'est un phénotypique réversible et stable pendant la division cellulaire. Hein, donc voilà. Est-ce que j'ai donné un exemple par la suite? Pardon. Voilà. Donc ça, on les a vus. Par exemple, je vous donne le cancer du sein. Le cancer du sein, on a retrouvé que dans le cancer du sein, le gène BRCA, hein, le gène BRCA, hein, BRCA, BRCA1 et BRCA2 dans les formes familiales. Donc il y a ici une mutation de ce gène. Et qu'on avait retrouvé qu'il y avait en fait plus de mécanismes épigénétiques. Donc comment on explique qu'il y a des femmes qui ont un cancer du sein sans qu'il soit familial. Donc il n'y a pas d'anomalie génétique. En fait, il y a des anomalies épigénétiques. Voilà. Donc, ils ne touchent pas le gène. La structure normale du gène n'est pas vraiment touchée. Donc, voilà, c'est ça. OK? Il y a aussi d'autres exemples que j'ai donnés, comme pour le gène APC, dans les tumeurs du tractus gastro-intestinal. Il y a des cancers du côlon. Enfin, quelqu'un dans une famille qui a un cancer du côlon, mais ils n'ont jamais eu de cancer du côlon dans la famille. Donc, voilà, ça, c'est des mécanismes qu'on appelle épigénétiques. Et ils sont plus fréquents que les mécanismes génétiques par mutation, par exemple. D'accord? Voilà. Et d'ailleurs, ils sont actuellement sujets de recherche pour aboutir à, puisqu'ils ont été remarqués qu'ils étaient plus fréquents que les anomalies génétiques, pour un traitement, pour aboutir à un traitement. Maintenant, rôle du micro-environnement tumoral. Vous avez fait le cours sur la matrice extracellulaire avec Dr Garmi. Rappelez-vous, donc, micro-environnement tumoral, la matrice, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a les vaisseaux, les fibroblastes. Allez, citez-moi où vous n'êtes pas en train de réviser la napate en ce moment, bien sûr, j'imagine. Donc, tout ça, les vaisseaux, les fibroblastes, les tissus conjonctifs, tout ça fait que ça, donc la cellule va s'entourer de ce micro-environnement tumoral. D'accord? Donc le cancer, il ne doit pas juste être considéré actuellement, il n'est pas juste considéré comme une maladie génétique. C'est une maladie du système, même du système immunitaire. D'accord? Tout ça fait que c'est le cancer. Ça, c'est les dernières avancées de cette année. De ces dernières années, pardon. Donc, pour proliférer, les cellules vont avoir des nutriments qui vont arriver par quoi? Par les vaisseaux. Donc, elle va faire il y aura tout ça. Elle aura besoin de beaucoup de nutriments parce qu'elle rentre souvent en cycle cellulaire, donc elle aura besoin d'un micro-environnement tumoral qui vont l'aider. Donc tous ces cellules stroma, cellules endothéliales, tous ces éléments de la matrice extracellulaire vont l'aider à proliférer.
Alors, donc, hormis bien sûr le stroma, dans le stroma, il y a surtout également les vaisseaux. Parce que, à votre avis, comment elle va aller, le cancer, comment il va se disséminer? Hein? Oui, donc à travers les vaisseaux. Donc c'est un acteur principal. Donc du coup, la cellule, elle va avoir son propre réseau vasculaire, d'accord, qui va lui apporter tous les besoins pour sa survie, son fonctionnement, son oxygène, les nutriments métaboliques, hein, d'accord. Donc toujours, vous trouverez le clone, la cellule anormale, elle est toujours à côté d'un réseau vasculaire. Alors, donc elle va développer ce qu'on appelle, elle va faire sa propre angiogenèse tumorale, hein, donc elle va recruter de nouveaux vaisseaux et elle va se développer, ce qu'on appelle le switch angiogénique, que je vous développerai au prochain cours quand on fera les métastases. Donc voilà, prochain cours, Inch'Allah. Donc voilà, vous voyez, donc vous avez vu, donc finalement, la cellule tumorale va détourner toute la machinerie. Pareil que les gènes, parce qu'avant on disait que le cancer était seulement génétique. Maintenant il ne l'est plus, c'est une maladie du système. Voilà, c'est ça que j'essaye de vous comprendre, de vous expliquer. Et que même l'angiogenèse, actuellement, il y a blocage de cette angiogenèse, il y a des thérapies. Dans certains cancers, il y a des thérapies anti-angiogéniques qui sont développées, qu'on donne aux patients. Voilà, qui se sont développées. Voilà, ici, donc, vous voyez, sous le facteur, surtout le VEGF, hein, là, donc les cellules, la cellule tumorale va entraîner ici un bourgeonnement des cellules, elle va développer son propre réseau, ce qu'on appelle le switch angiogénique. Maintenant, à votre avis, quand une cellule devient cancéreuse, donc le système immunitaire, qu'est-ce qu'il va? Il va la reconnaître. Au début, voilà, donc au début, il va commencer à l'éliminer. Donc au début, il va commencer à l'éliminer, il arrive à l'éliminer. Après, à un moment donné, il y aura une phase d'équilibre. Voilà, une phase d'équilibre entre le système immunitaire et les cellules cancéreuses. Puis à un moment donné, la cellule cancéreuse va échapper au système immunitaire. C'est pour ça que finalement, ça dure autant de temps. Parce qu'il y a le système immunitaire aussi qui va agir. D'accord ? Donc, la réponse immunitaire, donc, joue un rôle majeur dans l'effort de l'organisme. Et ce qui a été, ce qu'on appelle maintenant, la découverte récemment de l'immunothérapie. Donc, elle a été introduite en Algérie depuis une année. Et cette immunothérapie, donc, dans le cancer du poumon, donc, elle est donnée pour les cancers avancés. Donc, on leur donne ils vont agir sur le système immunitaire. Voilà. Donc pour montrer que finalement, ce n'est pas juste le cancer n'est plus une maladie seulement génétique. Et de comment elle va échapper à la réponse immune? Soit par une immunosélection, donc des sélections au cours du temps de sous-clones tumoraux ayant acquis des mécanismes d'échappement à la réponse immune. Donc elle va sélectionner quelques clones qui ont réussi, ou bien par une immunosubversion. Comment? Par une induction d'une tolérance spécifique mettant en jeu des phénomènes plus complexes de coopération intercellulaire. Donc là, c'est ça. Donc, par phénomène de tolérance, ou bien par phénomène d'immunosélection. L'immunosélection, c'est le mécanisme le plus important. Voilà. Donc, pour résumer ici, donc pendant cette phase d'initiation, hein, donc sous l'effet de carcinogènes que vous verrez à un prochain cours. Donc c'est pas moi qui vous fais pour la semaine prochaine. Donc sous effet de carcinogènes. Donc on aura activation d'oncogènes, inactivation des anti-oncogènes ou les gènes suppresseurs, donc échappement à l'apoptose, il y aura une expression de cette télomérase, et il y aura donc défaut de réparation de l'ADN, donc tout ça avec toutes ces mutations qui en découlent. Et donc, vous
y aura cette initiation du cellule tumorale qui devient une cellule cancéreuse, une seule, qu'elle va transmettre aux cellules filles. Ensuite, pendant la phase d'expansion, promotion, il y aura une expansion de clonal des cellules souches. Donc ces clones, ils vont accumuler ces modifications génétiques, épigénétiques, et ils vont encore développer des marqueurs tumoraux, etc. Et ça, c'est surtout en phase pré-néoplasique, hein, pré-cancéreuse. Hein, donc, et ça, c'est des phases généralement qui sont asymptomatiques. Et la phase de progression, là, il y a complètement instabilité génétique, voilà, totale. Donc, maintien des télomères, activation des télomérases, amplification des gènes, perte des activation des gènes, perte des gènes suppresseurs, réarrangement chromosomique, expression de nouveaux gènes, etc. Voilà. Donc, elle va même acquérir de nouvelles capacités d'exprimer de nouveaux gènes, vous imaginez. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, donc là, c'est plutôt préclinique, donc asymptomatique, et ça, c'est symptomatique. Voilà. Donc, parmi les objectifs, donc finalement, on étudie ce cours. Donc maintenant, vous savez c'est quoi les bases moléculaires, ces gènes, ces mécanismes épigénétiques, etc. Et que vous verrez tout à le prochain cours les autres facteurs. Donc, un but, quoi? De connaître tout ça. But diagnostic, but pronostic, but thérapeutique. Donc, vous voyez, tout ça, c'est important. Puisque la preuve cancer du sein, je vous ai donné l'exemple, l'amplification du gène HER2, il y a une thérapie ciblée. Et la majorité, par exemple, pour le EGFR, facteur de croissance EGFR, maintenant, il y a une thérapie ciblée pour la mutation de ce gène. Il y a, en Algérie, elle existe, pour le cancer du poumon. Vous voyez, il y a l'immunothérapie maintenant aussi. Dans le cancer du poumon, dans le cancer de la vessie, en fait maintenant dans tous les cancers, il y a cette immunothérapie. Voilà, on donne encore une chance aux patients. Alors, prédisposition génétique au cancer, c'est un chapitre que vous fait partie de vos objectifs également. C'est quoi? C'est reconnaissance de la prédisposition génétique, c'est que 5 à 10% des cancers suspects devant plus de 3 de cancers chez des parents de premier et de deuxième degré. D'accord? Âge de survenue précoce, voilà, un sujet jeune, et association avec un phénotype évocateur. Donc en fait, il y a une transmission de façon, généralement, selon le modèle mendélien. Et on a vu tout à l'heure, comme pour l'inactivation de gènes suppresseurs, il y a une mutation germinale qui est à l'origine des cancers héréditaires. Alors, donc il y en a plein. Le rétinoblastome, les cancers, le néphroblastome, hein, dû à cet anti-oncogène WT1, RB1 pour la famille, le rétinoblastome. Le rétinoblastome, vous voyez, c'est un cancer de l'œil chez l'enfant qui apparaît à l'enfance. Vraiment, c'est dramatique. Le néphroblastome également, c'est une tumeur du rein, hein, ce qu'on appelle la tumeur de Wilms. Et c'est un cancer également de l'enfant, et bien sûr c'est un anti-oncogène. Généralement, donc je vous ai dit, les prédispositions génétiques au cancer, ils sont dus à l'inactivation des anti-oncogènes. C'est eux qui sont responsables des cancers héréditaires, n'est-ce pas? Rappelez-vous. Donc la preuve, on a vu la protéine RB, elle est là, elle donne le rétinoblastome familial. L'anti-oncogène ou gène suppresseur WT1, il donne le néphroblastome. Les cancers héréditaires du sein de l'ovaire, donc il y a 3 gènes impliqués, BRCA1, c'est la famille BRCA, 1, 2. Cancer colorectal, nous avons le gène APC, COX2. Donc le syndrome de Lynch, qui est un défaut aussi des gènes de réparation de l'ADN, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Et néoplasie endocrinienne multiple, c'est les gènes, c'est les mêmes. Et une fibromatose type 1, le mélanome, hein, c'est un cancer de la peau. Voilà, dans les xéroderma pigmentosum, vous connaissez parce que c'est une maladie génétique très connue au Maghreb. C'est les enfants qu'on appelle les enfants de la lune. Est-ce que vous avez déjà vu des enfants
qui ont des cancers cutanés, qui supportent pas le soleil, qui sortent juste un peu. Pardon? Exactement. Ouais, les pauvres. Franchement, en plus, ils décèdent rapidement parce qu'ils font des cancers cutanés. Et c'est une maladie propre au Maghreb, en Algérie, Tunisie, au Maroc. Elle est très fréquente chez nous, héréditaire. Voilà. J'ai connu des familles comme ça, xéroderma, pigmentosome. Donc voilà, ça c'est la prédisposition au cancer. Donc, le cancer, c'est une prolifération cellulaire incontrôlée, généralement monoclonale. Donc, on l'a vu, un clone de cellules qui va se transformer. Voilà. Donc, la carcinogenèse est un phénomène complexe et multifactoriel qui fait intervenir des agents exogènes, que vous verrez au prochain cours, et endogènes qu'on a vus. Elle se fait en plusieurs étapes et résulte de l'accumulation progressive, donc c'est progressif, d'anomalies génétiques, qui vont contrôler la prolifération, la différenciation cellulaire et l'apoptose, et aussi elle implique également les interactions réciproques entre les cellules cancéreuses et leur environnement, donc le micro-environnement tumoral, le système immunitaire, etc. D'accord? Nous avons terminé le cours. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris le cours? C'est clair? Je suis là pour répondre. Oui? Pardon? Oui, dans toutes les cellules de l'organisme, pas dans toutes les cellules. C'est des facteurs de croissance, les oncogènes, les protoncogènes qui se transforment en oncogènes, facteurs de croissance, vous les verrez, je vous ai cité, facteurs de croissance, les récepteurs, ceux qui vont stimuler la croissance cellulaire, la prolifération. Ils sont déjà à l'état normal. Et après, quand ils subissent ces mutations, ces anomalies, ils vont devenir anormaux. Voilà. C'est pour ça qu'on dit oncogenèse également, pour dire carcinogenèse, oncogenèse. Oui? D'abord, tout dépend du type du cancer, mais généralement, quand il y a une symptomatologie, c'est que déjà, il a bien infiltré localement. Soit il a infiltré localement, soit il est loco-régional, et après, général, métastase. De rien. D'autres questions? Très bien. Donc, d'après votre représentant, Abdelrahman, donc la semaine prochaine, il est préférable que vous me confirmiez pour les cours. D'accord? Pour visioconférence ou pas. Ok? Et dès que vous terminerez l'examen, on commencera les TP, la NAPAD. Je vous remercie. Au revoir.